Vous avez des photos d'archives de ce général en train de sortir de ce blocos. Bah, en fait, on a entendu marcher autour de la tente. Il y a des interférences. Le paranormal, qu'est-ce que c'est? Un mot qui a fait peur à plus d'un. Chacun d'entre nous a peut-être vécu des choses inexpliquées. Certaines personnes en parlent et d'autres ont tout simplement peur d'en parler. Peur d'être pris pour des fous. Y a-t-il une vie après la mort? Que devient-on quand on passe dans l'autre monde? Je m'appelle Alexandre Lenief. Je suis accompagné de David et Sly. Nous allons dans les lieux réputés hantés afin de comprendre et dévoiler toutes les énergies qui nous entourent. Nous sommes obscurs et vous allez vivre notre propre expérience. Depuis 3 ans, un petit port du nord de la France attendait sa libération. Au lieu de cela, ce fut l'atroce nuit du 8 au 9 septembre 1943. Voici les quelques paroles qui ont été écrites, sans intention poétique de ma part, mais avec tout mon cœur, à cette date, peu de temps après le cataclysme. Nous sommes à Le Portel, petite ville côtière dans le département du Pas-de-Calais, dans laquelle nous étions déjà venus faire une enquête dans le prestigieux bâtiment de la mairie. Cette investigation avait été chargée en captation. Mais les entités de ce lieu n'étaient pas forcément bienveillantes, et c'est déjà avec quelques impréhensions que nous arrivons sur les lieux de notre nouveau tournage, dans cette même ville. Nous avons choisi le site du fort d'Alprec. C'est un site historique, car son histoire est longue et chargée. Les murs et les pierres sont assez anciens, et ils ont vu passer les plus grandes horreurs et violences de la guerre. Les énergies emmagasinées ici doivent être puissantes et nous espérons donc pouvoir capter de beaux éléments. La construction du fort a été ordonnée par Napoléon à la suite de la grande défaite de 1870 et exécutée par le général Serré de Rivière. Sa construction va durer plusieurs années et les soldats de la défense française y prendront donc leur quartier pour établir un camp de base. Mais à la Seconde Guerre mondiale, le fort sera envahi par les Allemands. La violence des combats qui y sont déroulés le marquera à jamais et sera même inscrite dans les livres d'histoire. La commune du Portel nous a bien aimablement prêté et ouvert un accès total à ce site magnifique et historique. Les portes et les grilles en métal ont donc été dessoudées pour être ouvertes, spécialement pour que nous puissions réaliser notre tournage. Nous avons accès à toutes les pièces et nous découvrons tous les lieux avec beaucoup d'émotion, car personne n'y est rentré depuis très longtemps. Nous allons pouvoir accueillir José Capet, un historien spécialisé dans l'histoire de la ville et que nous avions déjà rencontré à la mairie. Nous espérons qu'il va nous en apprendre beaucoup sur ce lieu. Ainsi, nous pourrons mieux appréhender l'enquête de ce soir et savoir quel type d'entité nous pourrions avoir à faire. Donc ici, on est donc sur le site d'Alprec. On a plusieurs types de bâtiments sur les types Serré de Rivière. Ils sont toujours construits un petit peu de la même façon. Souvent, c'est un polygone où on retrouve un casernement, des bâtiments sous traverse, un magasin à poudre. Donc on va les voir petit à petit là. Et donc là, on se trouve devant le casernement. Donc là, évidemment, c'était l'endroit où la brigade qui se trouvait ici pouvait dormir, pouvait manger, pouvait nettoyer les fusils, etc. Donc c'est vraiment la base de vie ici. Cet établissement a combien d'années à peu près?
Alors, ça a été fait en de 1877 à 1883. Donc c'est bien avant les Allemands, les arrivées d'Allemands. Ah, tout à fait, bien avant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est vraiment juste après la guerre 1870. Il a fallu à peu près 7-8 ans pour construire ce système de défense en France. La guerre franco-allemande de 1870 est un conflit entre la France dirigée par Napoléon III et la Prusse dirigée par Guillaume Ier. Elle se solde par une lourde défaite de la France. C'est ce conflit armé qui lui fait perdre le territoire de l'Alsace-Lorraine. Suite à cette défaite, et dans un esprit de revanche, dès 1871, Napoléon revoit son système de défense. Le général Serré de Rivière, directeur du génie de 1874 à 1880, entreprend l'édification d'un vaste système fortifié portant son nom et constitué d'une succession de rideaux défensifs. De 1877 à 1884, 4 batteries côtières, en mesure de croiser leur feu, sont édifiées le long d'une ligne de défense de 6 km. Le fort d'Alprec est donc bâti dans ce contexte. En d'autres termes, bâti pour la guerre. Les murs faits de pierre ont une épaisseur variant de 1,20 m à la base, à 60 cm en tête. La maçonnerie réalisée au mortier de chaux est recouverte d'un couronnement en pierre de taille ou de briques. Un travail titanesque pour l'époque. Surtout qu'il faut aller vite. Une tâche que les bâtisseurs ont accomplie à la sueur de leur front. Nous sommes sur place depuis quelques heures seulement et nous commençons déjà à ressentir les énergies de ce lieu au travers de ces pierres. Curieux d'en savoir plus, nous continuons notre tour des lieux pour nous diriger ensuite vers les magasins sous traverse. Donc dans les forts Serré de Rivière, souvent 2 magasins sous traverse parce qu'il y avait juste derrière nous là l'endroit où se trouvaient les canons, les batteries qui allaient tirer sur un éventuel ennemi qui venait de la mer. Donc ces magasins-là servaient à, on leur acheminait la poudre qui venait du magasin à poudre, on amenait les obus, tout ça s'était mis en place dans le magasin de traverse et acheminé ensuite au canon. Donc dans ce magasin-là, on va retrouver encore des rails qui servaient justement à déplacer tout le matériel dans le magasin. D'accord. Donc voici les rails de support de palans. Hein. On imagine des palans en chaîne, on imagine des chariots qui roulent. Le deuxième magasin sous traverse est strictement identique. Donc on remarque les parties voûtées hein, pour solidifier l'édifice. On a quasiment 1 mètre de conglomérat hein, et ensuite on a la terre parce qu'à cette époque-là, 1870, on commence à avoir de la poudre qui est beaucoup plus puissante qu'auparavant. Donc le fait d'avoir une partie terre au-dessus du fort va pouvoir justement amortir les obus. Le fort d'Alprec possède 2 magasins sous traverse destinés au stockage des obus. Ils se trouvent donc à proximité des canons. Quant aux traverses, elles ont pour but de protéger les canons des tirs d'enfilade, tout en constituant une protection au-dessus des magasins. Un système d'aération est même mis au point. Au-dessus de chaque magasin, il y a un réduit de 2 mètres sur 4 où se trouve une cheminée remontant de l'air à la surface. Sous la voûte de ces casemates se trouvent des rails en fer parallèles qui sont utilisés pour le cheminement des munitions à l'aide de galets roulants et de palans. Autant vous dire que les atouts géographiques et structurels du fort d'Alprec intéressent énormément les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Il est donc occupé pendant ce conflit. Un bunker est construit sur la Contrestarp. Ce sera le poste de commandement de la position qui porte le nom de code Schosspunkt Port-of-Emblem 268, c'est-à-dire point d'appui 268 cassé au l'air. Alors justement, là, on a justement le premier couloir, enfin le couloir qui va faire le tour du bâtiment. D'accord. On a l'entrée ici, on a la sortie ici, et donc on a 2 cheminées, une juste dans ce couloir ici et une cheminée à l'extrémité qui va prendre l'air extérieur et qui va faire un courant d'air tout le tour du bâtiment.
Donc et c'est un également système d'aération. aérer justement la salle où on va aller. La poudre se trouvait dans cette salle ici. Là. Il pouvait stocker jusqu'à 28 tonnes de poudre par sac de 50 kg, par tonneau de 50 kg. Et cette poudre était disposée sur un plancher, justement, toujours aussi pour qu'il y ait un vide d'air, de manière à renouveler l'air et puis à toujours avoir une poudre sèche. D'accord, ok. Donc on peut rentrer dans cette partie. Ouais, effectivement, c'est une grande salle. Hein. Donc là, on a une superbe salle voûtée où on retrouve les deux cheminées de chaque côté aux extrémités qui vont permettre de ventiler correctement ce local. D'accord. Moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Il y a pas mal d'impacts. Et je me demande justement s'il n'y a pas quelque chose qui a explosé pendant la guerre, en fait. Alors ça, c'est possible. Maintenant, je suis pas affirmatif à 100%, mais il faut savoir que quand les Canadiens libéraient un territoire, donc ça c'est la Seconde Guerre mondiale, donc ce site a été utilisé également par les Allemands à la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les Allemands ont été faits prisonniers, et que la guerre était finie, il a fallu déminer un petit peu tous les blocos. Donc les Canadiens, quand ils rentraient dans un blocos, quand ils trouvaient forcément des munitions, des obus, des choses comme ça, ils les mettaient en bloc et ils les faisaient péter. Ils appelaient ça ce qu'ils appelaient un four. Et donc, comme ça permettait de sécuriser le blocos. Alors, il est possible que ces choses-là, ça soit des éclats du four qui est éclaté. Mais là, j'ai pas la version à 100%, hein, mais il y a de grandes chances que ce soit ça. D'accord. Au cours du XXe siècle, les choses évoluent beaucoup. De nouveaux progrès en chimie et en technologie apparaissent. La poudre à canon est de moins en moins utilisée et les obus des canons laissent place à d'autres armes. Aujourd'hui, les armes à feu fonctionnent toujours avec la poudre noire, mais elle est enfermée dans des balles hermétiques, ce qui augmente considérablement la sécurité du stockage. Mais à cette époque, tout est stocké dans des barils et placé dans des pièces très bien ventilées. Nous allons justement faire le tour du couloir de ventilation avec José, afin que je puisse me rendre compte de l'ingéniosité du système. Puis on sent, il fait bien frais, hein, c'est bon. Hein. José, rassure-moi, il n'y a pas d'araignée dans... Ah, peut-être. Hein. Et donc voilà, ça y est, on a fait le tour. Tout est encore resté en bon état hein, depuis la dernière fois que j'étais venu. Ici, on est vraiment dans le premier puits de ventilation, on le voit bien. Ah, il y a des araignées. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Un bâtiment quand même assez spécial dans sa conception. Ah oui, je suis arachnophobe en fait. Ah bon. Bon, c'est un truc... Le système, à l'époque, c'était quand même ingénieux, je veux dire. Très ingénieux, bien sûr. Donc voilà, c'est super. Et on espère vraiment faire vivre ce site. Je suis surpris par le bon état du bâtiment. Malgré les années, pas de présence de moisissures ou de forte dégradation. L'endroit est parfaitement conservé. Mais les années d'abandon ont surtout permis à la nature de reprendre quelques droits. Et les araignées ont vraiment l'air de s'y plaire. Il arrive parfois qu'en enquête, j'affronte quelques entités négatives, voire même démoniaques. Ah, il y a des araignées. Ah non, je peux pas. Mais la simple vision de ces insectes à 8 pattes me fait perdre complètement mes moyens. C'est au final un peu comme l'éléphant qui a peur de la souris. Mais je me reprends assez vite. Et nous terminons notre visite par le poste de commandement. Donc là, on se situe devant le poste de commandement qui a été construit par les Allemands. Là, c'est du pur béton, hein. Donc construit après 1940, hein, peut-être en 41 ou en 42, je ne sais pas trop. Donc de ce poste de commandement, il y avait un lieutenant général Heim, pour donner son nom, pour le nommer, qui était affecté à la Festung de Boulogne et donc qui commandait toute la partie boulonnaise de ce blocos. Dans ce blocos, c'est le dernier point qui a été pris par les Canadiens
lorsqu'ils ont libéré le Portel, le 22 septembre 1944, le lieutenant général Heim s'est rendu aux Canadiens. Ici, à cette porte, on a des photos hein, où on voit ce lieutenant qui sort habillé le plus beau possible parce qu'ils étaient fiers, ces Allemands. Ce que vous me dites là, à l'instant, c'est que vous avez des photos d'archives de ce général en train de sortir de ce blocos. Tout à fait, et il est en train de remettre, ses papiers militaires au capitaine Grundy, qui est un Canadien, pour lui dire, bah ça y est, la reddition est signée, maintenant tout est fini, quoi. Hein. Et on le voit droit comme un chêne, avec un air hautain même d'ailleurs, parce qu'il est pas content déjà d'avoir signé sa reddition, mais il garde quand même sa fierté. Hein. Donc on va rentrer dans ce poste de commandement. Normalement c'est un poste qui est divisé en 5 salles et les murs séparant les salles font 1 mètre d'épaisseur. D'accord, ok, parfait. C'est le général Heim qui prend le commandement de ce poste pour l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1944, les Canadiens débarquent et le fort devient un champ de bataille où gisent les corps de dizaines de soldats morts au combat. Le général est alors contraint de se rendre et d'admettre sa défaite. Il prendra quand même le temps de s'apprêter afin de conserver un minimum de fierté. Se pourrait-il que l'esprit de ce général revienne dans ce lieu traumatisant? Ne voudrait-il pas se venger? Nous resterons sur nos gardes ce soir, car nous essayons de voir si nous arrivons à communiquer avec lui. L'atmosphère à l'intérieur du bâtiment est très particulière et ses murs épais m'oppressent. Mais nous terminons notre visite avec l'historien. Donc là on voit bien, de droite et de gauche, on a plusieurs salles hein, à chaque fois. Et les murs séparant les fameuses salles font bien 1 mètre d'épaisseur. Hein. Ça c'est du... 1 mètre d'épaisseur? C'est du dur, oui. Donc il pouvait avoir un obus qui tombait sur ce blocos, ça pouvait pas se casser en fait. Ah ben après il faut des bombes de très très gros diamètre qui tombent vraiment dessus et malgré ça, vu la couverture de béton qu'il y avait au-dessus, c'était quand même très 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 solide. Hein. Donc ces salles-là en fait c'est des dortoirs? Ah ben, dans ces salles-là certainement qu'il y avait probablement un peu de casernement aussi, il fallait y manger, il fallait y vivre. Hein. Donc il y avait une répartition de salles un petit peu comme dans tout blocos, hein. On voit des tuyaux encore qui sont là on voit un système de tuyauterie, toujours pareil, ça c'est de la ventilation. Hein, il faut un blocos quand il est fermé, il est quasiment hermétique, donc il faut bien le ventiler. Donc à l'époque il y avait des ventilateurs qui permettaient de vivre en autonomie dans le blocos fermé. Donc on a encore des traces de cette ventilation. Donc on avance encore. Et là ça y est, on arrive dans la salle principale où était la transmission. Je vais devoir mettre un masque. C'est comme j'ai des problèmes de poumons en fait. Donc là aussi on retrouve un petit peu des tuyauteries de ventilation. On retrouve des portes blindées ici qui permettaient justement d'aérer, mais en cas d'attaque, on pouvait la refermer de manière à ce que le blocos soit complètement étanche. Mais dans sa fonctionnalité, c'était vraiment la salle de téléphonie, la salle de transmission ici, et la salle de commandement, pas de fait. Hein. Alors, il y a eu des combats ici quand même, puisque quand les Canadiens ont libéré le Portel, ils sont arrivés à Alprec d'abord d'Équillan. Il y a une partie de soldats qui sont arrivés via Équillan par Ningles et Alprec, une autre partie qui est arrivée quasiment par la route, par le Portel, et donc les deux colonnes sont arrivées ici. Il y a eu des combats, l'artillerie alliée qui bombardait de manière à pouvoir avancer avec les chars, avancer avec les troupes. Et quand l'artillerie avait cessé, les soldats prenaient la main. Par contre, pour libérer la poche de Boulogne entière, il y a eu 600 et quelques morts quand même, hein, mais sur toute la poche de Boulogne hein, entière, la Festung de Boulogne.
Alors, quelques blocos sont reliés entre eux par des souterrains. Maintenant, il faudrait un plan précis et puis la plupart des souterrains ont été rebouchés ou éventuellement minés et explosés pour garder la sécurité. Mais c'est vrai que certains blocos étaient reliés entre eux. Mais par contre, au niveau téléphonie, au niveau transmission, ils pouvaient se communiquer tous les uns aux autres. Hein. Le général Aim. sera présent justement dans ce site. C'est pas, il y aura pas son âme ici puisqu'il n'a pas été tué. Hein. Et ses émotions. Il s'est rendu. Mais peut-être que maintenant il est décédé depuis longtemps. Peut-être que de temps en temps il vient y faire un tour. Hein. Possible. Hein. C'est vous qui verrez. C'est souvent la petite question de fin. Merci en tout cas, José. De rien. Allez, allons-y. Si on peut avoir de la lumière. Alors José, c'est exceptionnel. Oui. Alors celle-là, je vais le garder pour moi. Mais c'est exceptionnel. Ah mais ça c'est un autre sujet. C'est exceptionnel, José. Pourquoi ? En tout cas, merci beaucoup, José. Et puis je fais ça. Vous partez. Ça s'appelle un vent. Mais il est énorme. Mais celui-là, j'ai jamais vu un vent. Non, c'est pas vrai. Il est exceptionnel. J'ai resté en moins de 10-15 secondes comme ça. Non, mais pas de soucis. C'est genre, merci beaucoup, hein, José. Puis là, en fait, là. On va le refaire. Merci. J'arrive même pas, c'est pas possible. Merci, José. Merci. Avec le témoignage de l'historien et le vent historique qu'il m'a offert, nous en savons maintenant un peu plus sur l'histoire de ce fort. Le temps est calme et clair, en totale contradiction avec le passé. Nous préparons donc le matériel pour l'enquête de nuit. Les câbles sont tirés, la tonnelle pour le QG est dressée, les caméras et les micros installés. Nous pouvons désormais accueillir les 2 participants à notre concours, qui ont gagné la possibilité de vivre leur propre expérience avec toute l'équipe obscure. Nous en profitons pour leur faire un tour des lieux. Le jour fait place au crépuscule et il est donc temps de démarrer l'enquête de nuit. Tout le monde est prêt et à son poste. Le temps de faire les dernières vérifications est venu. Voici comment nous nous sommes organisés pour cette investigation. Alors, descends dans ce chapiteau. Alors, tu peux passer. Dans ce chapiteau, il y a Jérémy. Alors, Jérémy, qui vient de Béthune. Alors, donc, ça va être pour toi ta première expérience avec l'équipe obscure. Dans un sens, ça va te permettre de pouvoir, ni plus ni moins, de prouver aussi notre crédibilité par rapport à ce qu'on fait. C'est plus important d'ailleurs. Et ça permet d'être en immersion totale avec l'équipe obscure. Pauline. Bonsoir. Du Portel, donc de la commune, hein, appropriée du Fort d'Alprec aussi. Donc pareil, exactement par rapport à Jérémy. Donc c'est ta première expérience à ce moment-là? Ah oui, complètement. Donc, Immersion totale, première expérience. D'accord, pas trop peur, ça va? Ah, une petite appréhension quand même. Une petite appréhension quand Ouais. même. Toi, beaucoup d'adrénaline. Chante, t'es vraiment chaud patate. Hein? Ouais. Surmotivé. Surmotivé. Ouais, Ouais. mais il a envie d'avoir des réponses à ses questions. Ouais. Toi, t'es un peu plus restreint. Peur J'attends de voir. de l'invisible aussi, mais on verra bien. Ouais. C'est ça. Peur surtout peut-être du noir. Du noir, Ouais. d'accord. Le noir, Ok. Tu es claustrophobe, non? Non, pas du tout, non. Ok. Mais c'est une première, donc on verra. Ok, ça marche. Ok, Petite Pauline. appréhension, tu vois. Ouais, quand même. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais te demander de te mettre là-bas 2 petites secondes. Il y a mon Sly. On est tous d'ailleurs par rapport à nos activités. Donc Sly, comme d'habitude, présente-nous un petit peu ce que tu proposes. Alors, ce qu'on a donc pour cette enquête, on a mis 4 caméras donc dans 4 bâtiments différents. D'accord. Donc on a la première ici qui est dans le bâtiment qui est juste ici en face. Donc il servait à pouvoir stocker des missiles. Alors Hein. celui-là, ouais, les obus, Les obus. c'était le stock d'obus exactement pendant la guerre.
On a une caméra qui est ici derrière, qui était un bâtiment, alors je sais pas trop. C'est les chambres, hein, c'est les chambres, c'est là où vous dormez. Alors les chambres, c'est celui-là. Qui font partie aussi des chambres aussi. Donc c'était les chambres aussi. Aussi. Mais là, c'était les chambres, ça appartenu justement aux Allemands. En dessous, ça appartenu à l'époque de Napoléon III. C'est ça, en fait les deux époques sont différentes, exactement. Les deux époques sont totalement différentes. Ouais. Donc on a donc ces trois-là du coup, et ici là, c'était ce qu'on appelait la poudrière. Exactement. En fait c'est le bâtiment qui est là-bas derrière. Et on a aussi des micros qui peuvent aussi capter les sons en même temps, donc on les reçoit ici. Et puis on va les enregistrer en même temps, donc pièce par pièce, en enregistrement multipiste. D'accord, ok. Et mon casque, pour que je puisse entendre le tout en direct. Ah, c'est super. C'est super. Voilà. Donc il y a Maxime. Bonsoir. Il y a Maxime. Donc sa deuxième activité par rapport à Obscur, donc c'est le responsable technique. Donc Maxime, présente-moi un petit peu ce que tu fais du coup. C'est quoi ton rôle par rapport à ce que tu fais par rapport à cette enquête? Pas de soucis, mon rôle c'est simple, c'est de préparer tout le matériel pour l'équipe, faire gagner un maximum de temps et en même temps faire le tri dans les rushs des vidéos. Voilà, tout est dit. C'est Hugo Mendes, on est parti. Donc je vous invite tout simplement à vous asseoir. Moi je vais faire mes ressentis avec David et dans une vingtaine de minutes, je vais vous chercher. D'accord? Ok. Pour vivre une expérience peut-être hors du commun. La nuit est tombée. Nous sommes très loin des habitations et le calme qui règne ici est impressionnant. Le noir est très profond et même en extérieur, il est très compliqué de marcher sans torche. Mais ce soir, la pleine lune brille de tout son éclat. Pourrait-elle d'ailleurs influencer certaines énergies? C'est dans cette ambiance que je décide de commencer par le poste de commandement du général Aim directement. J'espère que notre présence fera réagir les entités. Mais le feront-elles dans la bienveillance? Alors pour vous donner l'aspect quand même, alors je vais mettre plein phare, mais si tu enlèves le night shot, donne cet aspect quand même assez glauque. Quand même un peu, qui n'est pas du tout rassurant. T'as vu la batterie? On a déjà perdu un trait, on vient de commencer. On vient de commencer, ouais. Sachant que ces batteries-là sont censées d'avoir une autonomie de 4h30. Ça refait comme tout à l'heure. Ouais. Ça puise l'énergie des caméras. Alors si t'es pas obligé de passer en night shot, je vais mettre une petite, je baisse la luminosité parce que j'aime bien être dans le noir plus total, mais là c'est vraiment exceptionnel. Parce que voilà, c'est des choses comme ça, c'est ultra dangereux en fait. On s'ouvre le crâne. Hein. D'accord, la visibilité est presque, je vais pas dire quasiment nulle, mais je suis quand même à 20% de luminosité, hein, c'est pas énorme. Hein. Il y a quelqu'un ici? Vous pouvez vous identifier par un bruit assez distinct? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne viens pas avec de mauvaises intentions, mais le contraire. Est-ce que c'est ici que vous avez dormi? Tu te sens comment, David, là? Pardon, j'ai pas entendu. Tu te sens comment? Spirituellement. Spirituellement, tu te sens comment? Je me sens oppressé un coup là. Ouais. Ouais. L'atmosphère change. J'ai la sensation de passer entre ces deux parois. J'ai une sensation comme si qu'on m'observe. Alors pourquoi je fais des gestes? C'est parce que cela m'observe en face. Juste en face. Et c'est pour lui faire comprendre que je me sens observé. Je peux passer en night shot? Ouais, si tu veux.
En passant devant ces 5 salles au mur de 1 mètre, je me sens observé. J'essaye d'ailleurs de le faire comprendre à Sly par le biais des caméras de sécurité afin qu'il puisse être vigilant. Nous arrivons dans la grande salle du fond et nous redéclenchons la vision nocturne afin de nous replonger dans le noir total. Je décide d'utiliser le capteur EMF pour tenter d'entrer en communication avec les entités de ce lieu. Je l'utilise rarement, mais le calme qui règne ici est totalement intense, que je trouve cela très étrange. C'est pour cela que j'ai décidé de changer ma méthode habituelle. Est-ce une bonne idée? J'ai un appareil qui s'appelle un détecteur de EMF. Alors peut-être d'entre vous qui seraient dans cette pièce ne sait pas forcément ce que c'est cet appareil. Et je peux vous comprendre parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Mais ce détecteur permet de pouvoir vous identifier. J'ai entendu du bruit. D'accord, ouais. Nous sommes à plus de 50 mètres de la tonnelle, dans le blocos, et pourtant des bruits de pas se font entendre dans le QG. On peut d'ailleurs voir sur les images que Pauline réagit instantanément. Par chance, ils ont été enregistrés par les micros. Mais Sly comprend tout de suite que ce n'est pas normal, car il ne peut n'y avoir personne dehors. Il sort donc immédiatement pour essayer d'avoir une explication. Ça a tapé et juste après j'ai entendu des pas. Ouais, mais j'ai entendu taper. Et si vous passez devant, ce détecteur se déclenchera. Je suis vide. J'ai mal à mon épaule. J'ai mal là en fait, tu vois. Ouais, c'est perturbant. Il y a quelque chose à faire. N'hésitez pas. Donc je vais vérifier si ce détecteur est bien allumé. Ok, tout est bien allumé. Donc je sais pas si tu vois la numérotation. Ouais, c'est bon. Nickel. Ok. D'accord. N'hésitez pas à pouvoir passer devant cet appareil. Cela prouvera votre existence, mais tous ceux qui regardent justement cette vidéo pourront être une preuve ultime de votre existence dans ce lieu. Si vous êtes d'accord, faites-moi un bruit s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a même pas de signal là. Je referme la truc.
Ok, je pense que parce que l'émetteur il doit pas être allumé. Mais c'est bizarre que ça a fait plusieurs fois comme ça. Bah ouais. Parce que non, il y a une sécurité pour pas que ça fasse ça justement. N'ayant rien trouvé, Sly revient mais repart immédiatement avec Maxime pour chercher aux alentours du site s'il y a quelqu'un. Mais à ce moment-là, quelque chose d'incompréhensible va se produire. Le micro positionné dans la salle des obus va être complètement perturbé et va même parasiter le logiciel de la table de mixage numérique. D'ailleurs, Sly lui-même ne comprend pas pourquoi cette défaillance. De plus, le micro utilisé ici est de type condensateur. Il est donc alimenté en 48 volts et conserve une certaine quantité d'énergie. Est-ce que les entités puisent dedans pour nous préparer quelque chose? Je vais également en même temps ressentir une douleur à l'épaule. De plus, je n'ai pas du tout conscience à cet instant ce qui est en train de se passer au niveau de la tonnelle. Le système audio que nous utilisons est de bonne qualité. Nous nous en servons depuis des années et nous n'avons jamais eu de dysfonctionnement lors de nos enquêtes. Ce qui est troublant, c'est que les bruits de pas, les parasites et ma douleur à l'épaule font à chaque fois suite à une question que je pose. Est-ce que ces entités essayent de communiquer par le biais des micros ou d'une manifestation qui pourrait me confirmer leur présence? Si vous avez remarqué, nous avons capté un PVE de type résiduel. Celui-ci est sous forme d'un klaxon, ce qui est plutôt rare pour une enquête paranormale. De plus, en écoutant bien, on peut bien se rendre compte qu'il ressemble à ceux qu'on utilisait dans les années 40. Je sais pas parce qu'il n'y a même pas de signal là. Je referme la truc. C'est cousu. Ok, je pense. Je sais pas. Je sais pas parce qu'il n'y a même pas de signal là. Je referme la truc. C'est cousu. Ok, je pense. Les manifestations résiduelles sont une sorte d'écho du passé. Elles sont souvent gravées dans leur environnement lors des événements marquants, souvent violents. C'est un peu comme sur une bande magnétique. Elles peuvent être captées par les micros, mais peuvent être aussi parfois être entendues directement par nos oreilles. Il est possible par exemple d'entendre des coups de feu sur un ancien champ de bataille, alors qu'il n'y a personne. Ou même d'entendre quelqu'un monter les escaliers pour aller se pendre, alors que la maison est vide. Ici, le klaxon et même les bruits de pas entendus peuvent être clairement des manifestations de ce type. Je sais pas parce qu'il n'y a même pas de signal là. Je referme la truc. C'est cousu. Ok, je pense. Pouvez-vous passer devant cet appareil? Avez-vous touché? Pourquoi j'ai dit le mot toucher? Ouais, je suis là. Pourquoi? Alors je t'explique. Le Toki, plus de batterie d'un coup, donc j'arrivais pas à t'appeler. Il y a eu des bruits de pas autour de la tente. Je suis sorti tout de suite, il n'y a personne. Il n'y a aucune personne autour de la tente, il y a des bruits de pas. Et les signaux des micros ils ont commencé à déconner. Alors ici, l'émetteur il doit être éteint. Mais c'est pas normal, on a reçu des signaux qui ont... Ça a gueulé d'un coup. Ça a crié. Mais ça... Non, ça fait... Enlève la nature, filme une lumière normale. Attends. Et du coup, il y a eu des bruits de pas. Moi, sur le coup, je les ai pas entendus. J'avais le casque, c'est Miri qui me les a entendus. À la fin, il y a eu un bruit. Alors, il faut savoir juste une chose, pour que cela y intervient dans un tel enquête, c'est que vraiment c'est grave. Enfin, c'est pas ton habitude. Non.
Et en fait, le pire, c'est que je suis venu jusque là avec le Toki. Et tu m'entendais pas, donc du coup, c'est pour ça que là, je suis venu. Chose qui est normale parce qu'on est en bunker, mais Ouais, mais j'étais. t'as l'air d'être perturbé, ça va? J'étais à la porte. Bah, en fait, on a entendu marcher autour de la tente. Ah, ça a l'air Et y a personne. T'as l'air secoué, gros. Bah, ça fait bizarre, quoi. Ouais, ça se voit. Et en fait, le truc, c'est que le Toki, d'un seul coup, plus de batterie. Donc, déjà bizarre. On a entendu marcher. Je suis sorti avec Maxime et on est sorti. L'ordinateur, ça a bugué, ça fait. T'as un ordinateur? Ouais, ça, avec la table de mixage, ça a bugué et du coup, j'ai dû recourir à la table pour tout arrêter. Là. Attends. Mais c'était dehors. Ouais, non, c'est chelou. Il y a des trucs chelous. Pendant que Sly est en train de nous expliquer le cheminement de ce qui vient de se passer au niveau de la tonnelle, les deux abonnés ainsi que le technicien entendent du vacarme capté par le micro qui se situe dans la cave à obus. Là. Attends. Mais c'était dehors. Ouais, non, c'est chelou. Il y a des trucs chelous. Pendant ce temps, nous décidons de sortir du bunker sans avoir aucune information sur ce nouvel événement, car Sly est avec nous. Les gars, vous savez ce que je pense? Tu dis que c'est dehors que ça s'est passé? Ouais, c'est juste devant la Et tente. tu sais ce que je pense, gros? Le fait qu'on a ouvert toutes les portes, gros. Et c'est ce que je Tout disais. le monde est sorti. Tout ça bug. Il y a des interférences de ouf. Ça vient, c'est où ça? Spécial. C'est chaud? C'est chaud là. Hein. C'est vrai qu'on entend marcher dehors. C'est malsain dedans. C'est très malsain. Ouais. C'est très malsain. C'est malsain. En sécurité, je mettrai personne dedans tout seul. Impossible. À partir de cet instant, l'enquête va prendre une toute autre tournure. Intrigués par ce vacarme que nous expliquent alors les deux abonnés et le technicien, nous allons dans un premier temps vérifier les caméras de sécurité. Puis, j'envoie Sly et David pour vérifier s'il n'y a pas de défaut au niveau des câbles. Aucun ne sera constaté à ce niveau-là. Mais ce qu'ils vont découvrir à la place va nous glacer le sang. En effet, le bruit qui a été entendu était en effet celui d'un éboulement dans le fond de la pièce, et donc capté par le micro à proximité. Là. Attends. Mais c'était dehors. Ouais, non, c'est chelou. Il y a des trucs chelous. Là. Attends. Mais c'était dehors. Ouais, non, c'est chelou. Il y a des trucs chelous. Mais ce qui est troublant, c'est ce qui est apparu dans les débris. Une découverte qui fait froid dans le dos. Et je commence à me demander si cette succession d'événements n'est pas justement le fruit du hasard. Oh ouais. Il y a une corde. Regarde, le bout de la corde, il est là. Ouais. Ouais. Il y a une corde là aussi. Merde. Mais on dirait bien un squelette humain. Et je viens de le découvrir, hein. Je viens de le découvrir. Ouais. Mais oui, gros, il y a un corps là-dedans, c'est sûr et certain. S'il y a eu un événement, il n'y a pas de crâne. Fais gaffe, hein, Alex, surtout touche pas. Fais pas le con. Je suis choqué. Oh, j'ai trouvé le crâne. Bah oui. Oh, je vois le crâne. Bah oui. C'est ce que je viens de voir. Attends, regarde. Viens mon côté. Regarde. Fais gaffe, hein, marche pas Montre les les doigts. poutres. Tu vois les deux Ouais, je enfants le qui vois partent d'ici. comme ça. Je Regarde le vois en haut. d'ici, ouais. Je le vois d'ici, ouais. Maxime, Ouais. faut que je filme ça, parce que ce qu'on vient de découvrir, C'est une découverte incroyable. c'est une découverte incroyable. Suite à cette découverte, nous décidons de retourner tous au QG afin de faire une réunion avec l'équipe.
nous devons prendre une décision. Soit nous continuons l'enquête, ou soit nous arrêtons pour appeler les autorités. Après plusieurs minutes de discussion, nous décidons de poursuivre pour le moment, afin d'avoir des réponses supplémentaires et faire le rapprochement avec ce que nous avons découvert. Je saisis alors cet instant pour faire une séance de SB7 et je vais demander à Pauline et à Jérémy de m'accompagner. Nous espérons avoir des résultats en rapport avec notre découverte et commencer à reconstituer le puzzle de cette enquête. Vous n'avez pas une appréhension par rapport à ce qui peut se passer? Si, moi, oui. Moi, clairement, c'est une première, donc je sais pas du tout comment je vais réagir, je sais pas. Après, je vais gérer, hein, mais j'appréhende un peu. Il y a le stress qui ouais, je le sens, je l'entends. Mais moi, quand j'ai interrogé, j'ai senti, pas dire senti, mais comme si on y avait quelqu'un derrière moi. D'accord, ok. Une sensation d'observation. Voilà, une sensation. De présence à ce moment-là, ok. De toute façon, là, on sent, hein, l'atmosphère, c'est pesant. Ouais. Moi, je le sens, c'est pas pareil. D'accord. Comme si on... Ouais. C'est pesant. C'est pesant, ouais. Ouais, il y a comme un poids, Mais tout à l'heure, ouais, j'ai vraiment ressenti comme si on m'enlevait de l'électricité du corps. C'était bizarre, mais vraiment partout, comme des fourmillements à l'intérieur. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Voilà, comme un courant électrique, je sais pas. Comme si on l'aspirait, c'était bizarre. D'accord. C'est comme si en fait on prenait ton énergie. Ouais, aussi. comme si on l'aspirait. C'était bizarre. Ouais. Ok, parfait. Depuis la découverte de ces ossements, nous sommes assez perturbés. Nous nous posons évidemment tous la question de savoir si ce sont des restes humains ou animaux. Notre état d'esprit a totalement changé et les deux abonnés sont sur leur garde. Ainsi que le reste de l'équipe d'ailleurs. Je demande alors à David de filmer les os une dernière fois, dans les moindres détails, avant de lancer la séance de SB7. Cette expérience va peut-être nous permettre d'entrer en communication avec une entité présente dans ce lieu. Les ossements vont-ils jouer un rôle ? Est-ce que vous avez été tué? Est-ce que vous avez été assassiné par les Allemands? Est-ce que vous voulez que nous montons au-dessus de la grille où sont dispersés justement vos ossements? Pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Nous ne vous ferons aucun mal, rassurez-vous. C'est moi. C'est moi. Ouais. J'ai entendu, c'est moi. Ouais, pareil. C'est très distinct, mais c'est entendu, c'est moi. Je te confirme. À cet instant précis, nous captons la voix d'une femme nous dire « C'est moi ». C'est moi. C'est moi. Ouais. C'est moi. Ouais, pareil. C'est très distinct, mais c'est entendu, c'est moi. Je te confirme. J'ai entendu ciel. Ouais, moi aussi. J'ai le casque et tout, là. Le casque est tout. Merci. Oh putain. Ça a dit merci. C'est une femme. Merci pour ces réponses. Merci, madame. À l'analyse, nous avons été surpris
car sur place, nous avons entendu le nom de Sly. Mais en réalité, la phrase sortie de la Spirit Box était « commence par là ». Je te confirme. Je te confirme. Mais par où commencer justement? Les entités veulent-elles nous attirer quelque part? Par contre, le PVE qui suit juste après est extrêmement troublant. Merci, merci. Oh, oh. Merci, merci. Oh, oh. En effet, si vous remarquez bien, juste avant de mettre ma main sur le haut-parleur, une voix de femme se fait entendre. Nous avons essayé d'écouter ce PVE des centaines de fois, mais impossible de le déchiffrer. C'est alors que Sly a eu l'idée de l'écrire en phonétique et de voir s'il correspondait à un mot étranger. Et il va donc entendre Cajurum. Après quelques recherches, il s'avère que c'est un mot en latin qui existe vraiment et qui veut dire « sur le point de tomber ». Retenez bien ceci pour plus tard. On m'a caressé la main, on m'a touché le dos. Je te jure. Et je te jure. Il y a un truc à dire par rapport à ta main. Je te jure, on m'a touché la main. C'est un truc de ouf. Non, vas-y. Attends, parce que là il y a un problème. C'est que justement, ça répond bien en fonction de ta main. Comme vous avez pu le constater sur ces images, Pauline ressent qu'on la touche à sa main gauche. Elle pensait peut-être que c'était un insecte. Mais elle va vite se rendre compte que ce n'était pas le cas. Mais le PVE qui va suivre ne fera que confirmer cette sensation de toucher, car il demande clairement à Pauline de tendre les mains. On m'a caressé la main, on m'a touché le dos. Je te jure, on m'a touché la main. C'est un truc de ouf. Non, mais attends, parce que là il y a un problème. C'est que justement, ça répond bien en fonction de ta main. Je te jure, on m'a touché la main. C'est un truc de ouf. Nous avons capté plusieurs PVE de cette entité féminine. Quelles sont ses intentions envers Pauline? Est-ce une personne bienveillante? Ou veut-elle justement nous attirer dans un piège? Quelqu'un m'a touché la main, mais c'était pas méchant, c'était un effleurage. C'était vraiment un effleurage. Regarde, je tremble. Voulez-vous qu'on monte au-dessus de la face? Je sais pas compris. Laisse-la. Oui, patron. Moi? Oui, patron, ça dit. Depuis tout à l'heure, on m'appelle comment? Patron. Oh, oui, patron. Ah, je suis choquée. Oui, patron. Je sais pas compris. Laisse-la. Oui, patron. Moi? Oui, patron, ça dit. Depuis tout à l'heure, on m'appelle comment? Patron. Oh, oui, patron. Ah, je suis choquée. Oui, patron. Laisse-la. Oui, patron. Moi? Oui, patron, ça dit. Depuis tout à l'heure, on m'appelle comment? Patron. Oh, oui, patron. Ah, je suis choquée. Oui, patron. Après ce PVE, je coupe la séance de SB7 et je demande aux 2 abonnés de rester à la tonnelle. Afin de tenter une toute autre expérience et au vu des énergies qui semblent nous entourer, je vais changer de méthode. Je vais retourner dans le blocos, ancien poste de commandement où le général Aim a essuyé sa plus grande défaite.
pour procéder à une communication totalement différente de celle que je propose habituellement. Nous sommes actuellement devant le fameux blocos. On va tenter une petite expérience justement avec le fameux discours justement d'Hitler. On va tenter cette expérience, on va après se mettre au QG pour analyser tout ça et visualiser tout ça, pour savoir s'il se passe quelque chose. Qu'en penses-tu? Ouais. Ok. Je me sens pas très bien. Tu le sens? Je suis pas à la porte. Regarde, va voir. On sent la porte. La sensation de fourmi. J'ai la sensation qu'on prend le bras. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'on parle à côté là. Ici. Ouais. Il y a quelqu'un ici. Est-ce que le général M, il est là? Pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Alors, je vous explique. J'ai une sensation de mouvement devant moi, mais je suis bloqué. J'arrive pas à avancer. Comme toi. J'arrive pas à avancer. Ici, là, Il y a une charge énorme. J'arrive même pas. Et j'ai des sumis. Comme des hallucinations, tu vois. Tu vois un petit peu ce que je vais te dire. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je fais ça avec la baffe pour savoir si c'est pas les bruits blancs de la baffe. Je l'ai éteint, là. Elle est éteinte. J'arrive pas à avancer. Moi, je sens quelqu'un à ma gauche, là, c'est sûr. Dans la petite pièce, là. On va avancer. Bonjour. Alors, vous savez, là, j'ai un téléphone sur moi. Et qui, d'ailleurs... c'est pour cela que, là, vu que j'ai un téléphone sur moi, je ne peux pas utiliser quoi que ce soit comme matériel, malheureusement. Donc là, ça sera juste à l'écoute. Pour que ça ne fasse pas d'interférence avec d'autres appareils à ce moment-là. Est-ce que le général M est présent encore dans ce lieu?
Est-ce que les Canadiens vous ont tous envahi? Est-ce que c'est là que vous dormez? Peut-être qu'on a joué un rôle très important sur vos manifestations ou autres. Et nous voulions tout simplement manifester devant nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Cette nouvelle expérience n'a rien donné de concluant. Nous n'avons rien capté, pas même le moindre bruit. Nous retournons donc au QG afin de préparer Maxime et David. Je vais leur demander de se rendre à la poudrière. Peut-être qu'avec eux, les énergies se manifesteront de nouveau. Hélas, David et Maxime vont rester plus de 45 minutes dans la poudrière, allant même jusqu'à l'extérieur pour tenter de capter le moindre signe. Mais rien, aucun bruit, aucune réponse. Les choses se sont considérablement calmées, mais la sensation de ne pas être seul est, elle, toujours bien présente. Attends, j'ai l'impression qu'il y en a un qui me suit derrière moi, tu vois. Comme si quelque chose tournait autour d'eux, mais sans le moindre bruit. Faut que je sorte, je suis pas bien, gros. J'ai l'impression que ça nous tourne autour. Je suis pas bien du tout. Je demande maintenant à Sly de m'accompagner au-dessus du magasin sous traverse, où étaient stockés les obus. Nous nous dirigeons donc vers la trappe du puits où se trouvent les ossements que nous avons trouvés tout à l'heure. Ce changement de caméraman est purement stratégique. Peut-être qu'avec Sly, nous obtiendrons plus de résultats et nous espérons avoir une meilleure communication avec les entités de ce fort. Nous allons directement au puits de lumière, mais le terrain est presque inaccessible et dangereux vu que nous sommes dans l'obscurité. Nous décidons donc d'aller finalement au pied du magasin sous traverse afin de tenter une dernière communication car le jour va commencer à se lever. On va rentrer dans cette pièce. Parce qu'on a envie de comprendre de ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Et de comprendre pourquoi on retrouve son corps. Vous êtes d'accord ou pas? Un animal. Alors que tout est calme depuis un moment, nous captons ce PVE incroyable. En effet, après avoir posé une question à propos des ossements, on va rentrer dans cette pièce. Parce qu'on a envie de comprendre de ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Et de comprendre pourquoi on retrouve son corps. une voix féminine me répond soudainement. Un animal. Un animal. Un animal. Est-ce une information liée à ces ossements? S'agit-il d'un animal? Un animal. Si c'est le cas, nous aurons là une preuve incroyable, car une entité répond à une question que nous nous posons et que nous pourrons essayer de vérifier grâce aux analyses faites par la police. T'as touché à quelque chose ou pas? On m'a jeté un truc. Ça. Ça. Vas-y, ça en premier. Ça. Il y a un truc là. T'as jeté un truc? Ah ouais. Les gars. Vous avez entendu quelque chose tomber ou pas? Oui, mais j'ai entendu une espèce de grognement, je sais pas quoi, ou un... À ce moment-là, j'ai été surpris en entrant dans le magasin sous traverse, car j'entends le bruit d'un caillou.
Je l'entends tomber devant moi et j'ai donc immédiatement l'impression que quelque chose m'a été lancé volontairement. Peut-être était-ce dans le but de me faire fuir ? Mais je me rends vite compte que ce n'était pas un projectile, mais qu'il s'agit des débris qui se trouvent avec les ossements qui sont au bord de s'écrouler. Étrange, car si vous vous souvenez de tout à l'heure, une entité nous avait prévenu en nous disant « Kajurom ». Ce qui veut dire que quelque chose est sur le point de tomber. Nous connaissons maintenant la signification de ce PVE, et c'est très perturbant. Malheureusement, la qualité de la vidéo ne nous permet pas de capter cet éboulement. Mais il a été capté et entendu par toute l'équipe au travers des micros. Pas forcer, il y a... Non, c'est pas possible. On y va. T'inquiète. Viens. T'inquiète. C'est... Oh putain, tu l'as entendu ? À cet instant, nous sommes complètement terrifiés par ce que nous venons d'entendre. Ce grognement était tellement fort et proche qu'il a été capté par nos micros. Oh putain, tu l'as entendu ? Oh putain, tu l'as entendu ? Son origine est inconnue, car aucun bétail n'est à proximité et le fort est très isolé, se situant à plus de 700 mètres de la moindre habitation. De plus, il est 4 heures du matin et il n'y a pas d'activité aux alentours. À vrai dire, avec Sly, nous sommes littéralement figés par cette manifestation, car nous savons pertinemment que ce grognement n'a pas d'explication rationnelle. Tu l'as entendu ? C'est quoi ça? C'est un grenier. C'est quoi comme animal ça ? C'est pas animal ça, gros. Ce n'est pas un humain. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Il y a quelqu'un qui ronfle? Bien sûr que non. Non? Pourquoi? Ok, juste comme ça. Dites rien, faites plus aucun bruit, c'est hyper important. Là, on entend grogner, gros. De ouf. Donc, ouais, ok. Non, franchement, dis pas un mot, on est à l'écoute. C'est tout. Ok, Dac.
Après avoir entendu ce grognement terrifiant, nous allons partout pour trouver une explication quant à sa provenance. J'en profite également pour faire un dernier tour des lieux avec Sly. Mais malheureusement, nous ne capterons plus rien. Le jour commence à se lever et nous décidons à ce moment-là d'appeler les autorités afin de les informer de notre trouvaille et d'essayer d'en savoir plus avec eux. La police arrivera 1 heure après notre appel. Stupéfaits eux aussi, les policiers vont mettre en place un protocole d'analyse car ils ne savent pas non plus déterminer si les os sont d'origine animale ou humaine. Nous ne pourrons pas filmer le protocole de récupération des os et les analyses. Mais, quelques jours plus tard, la nouvelle tombera. Les ossements trouvés ne sont pas humains, mais sont ceux d'un chien, plus précisément d'un berger allemand. Mais le plus troublant, c'est que les analyses vont dater les os à plus de 50 ans. Plus de peur que de mal donc, mais cette trouvaille reste pour nous incroyable. Cependant, nous nous posons la question de savoir si ce chien n'appartenait pas au général M, qui l'aurait exécuté avant l'arrivée des Canadiens, comme cela se faisait malheureusement souvent. Tout ceci restera un mystère, mais nous repartons de cette enquête avec des preuves au final assez maigres. Cela dit, nous pouvons quand même dire qu'elle était intense au niveau des ressentis personnels. L'atmosphère dans sa généralité était pesante et très menaçante. La voix féminine nous donnant une indication sur les ossements, les bruits de pas entendus près de la tonnelle, la défaillance du micro QG et les époulements de ses os durant l'enquête n'est certainement pas le fruit du hasard. Ce site historique a l'histoire riche qui va de Napoléon en passant par Hitler. Et les âmes qui y habitent n'ont en tout cas pas terminé de nous dévoiler leurs secrets.